Le béton de propreté est réalisé avec une couche de béton maigre d'environ 5 cm d'épaisseur. Ce béton de propreté facilite le nettoyage du fond de fouille. Cette fouille est sans béton de propreté. Le fond de fouille est à 1 mètre. Lors d'une pluie, l'eau détériore la compacité du fond de fouille. Cette terre doit être enlevée pour retrouver le bon sol. Maintenant, le fond de fouille est plus bas. Le rôle du béton de propreté est aussi de niveler le fond de fouille, de permettre le traçage, de garantir la propreté, la position et l'enrobage des aciers, et d'assurer une bonne mise en œuvre du coffrage. L'axe de la file est reporté sur le béton de propreté. La largeur de la semelle est tracée. Les réservations sont tracées. Les arrêts de coffrage sont cloués. Les joues sont alignées. Dans le cas d'armatures préfabriquées, un contrôle du montage est effectué à la livraison. La semelle sert à répartir les charges du bâtiment sur le sol. Cette semelle n'est pas armée. Sous la charge, la partie inférieure se déforme. Cette zone travaille en traction. Cette semelle est armée. Les armatures reprennent les efforts de traction. L'armature est composée d'aciers principaux, d'acier de chaînage, d'acier de montage, d'acier de reprise d'ouvrages verticaux. La complexité et la diversité des types de fondations obligent à respecter scrupuleusement le détail des plans de ferraillage. Il faut assurer le recouvrement des barres d'acier. Ce recouvrement est en règle générale de 50 fois le diamètre. La continuité des armatures dans les angles est assurée par des équerres. Les cales d'enrobage sont posées. Les réservations et les fourreaux divers sont posés. Les attentes complémentaires sont ligaturées. Un clou marque la rase supérieure de la semelle. Les aciers et le fond de fouille doivent être maintenus propres. Ici, les mottes de terre sont enlevées. Les extrémités des aciers verticaux doivent être protégées. Un dernier contrôle permet de vérifier l'ensemble du coffrage et des armatures. Le chef de chantier vérifie que la composition du béton est adaptée aux fondations. La consistance du béton doit faciliter sa mise en œuvre. Tout rajout d'eau est interdit.
Voici 2 semelles de béton qui viennent d'être coulées. Le béton de cette semelle a eu un rajout d'eau. Cette semelle a été coulée avec un béton sans rajout d'eau. L'eau rajoutée prend un certain volume dans le béton. Après la prise du béton, l'eau évaporée laisse des vides. Ce béton sans rajout d'eau est homogène. Le rôle essentiel du béton est de résister à la compression. La semelle ayant eu un rajout d'eau perd de sa résistance. La vitesse de coulage doit être maîtrisée pour éviter le déplacement des aciers. Le béton est vibré. Tout éboulis de terre tombé accidentellement dans le béton est impérativement enlevé. Le béton est arasé à la bonne cote. Un surfaçage plan facilite la reprise des murs. La position des attentes est contrôlée à l'aide du cordeau. Ici, les aciers sont mal positionnés. Les aciers sont redressés pendant que le béton est encore frais. Ici, le sol est de mauvaise qualité. Les fondations s'enfoncent sous le poids du bâtiment et l'ensemble bascule. Le radier répartit les charges sur l'ensemble du terrain de faible portance. Le fond de forme est nivelé. Voici le radier à construire. La portance du terrain ne doit pas être modifiée. Ici, les réseaux sont concentrés. La portance du terrain est modifiée. Des désordres apparaissent. Les aciers sont posés sur un béton de propreté. Un béton de propreté garantit le calage et la propreté des aciers et permet le traçage. Ici, le traçage d'une réservation. Les rives du radier sont coffrées à l'aide de panneaux. Les panneaux sont assemblés. La tête du coffrage est maintenue et alignée par butonnage. Le radier nécessite un ferraillage particulier et important. Voici un radier non armé. Le poids du bâtiment provoque la déformation du radier. Des zones tendues apparaissent. Voici un radier armé. Ces zones de traction sont renforcées par les aciers principaux. L'intérieur est maintenu par des chaises.
Un contrôle du diamètre et de la position des aciers est effectué. Le béton est mis en œuvre par zone sur toute son épaisseur. La vibration est réalisée avec une aiguille adaptée. Le surfaçage est adapté à la finition souhaitée. Pour ralentir l'évaporation de l'eau, un produit de cure est rajouté. Les fondations doivent reposer sur le bon sol. Ici, le bon sol est à 1 mètre. Une semelle filante est réalisée. Le bon sol est plus profond, par exemple 3 mètres. Un puits est réalisé. L'exécution du puits commence par l'implantation. L'emprise du puits est matérialisée par 4 bastins. Ils forment un cadre qui assure la protection des bords du puits. Le terrassement est réalisé avec une benne preneuse. Le terrassement descend jusqu'au bon sol. La profondeur du terrassement est contrôlée par rapport à la cote théorique. Voici l'implantation des puits. Ici, un puits est creusé trop près d'un premier puits. La terre s'effondre. Le terrassement commence par le puits numéro 1. Le béton est coulé. Le béton se durcit. Après sa prise, le terrassement du puits numéro 2 peut commencer. Les risques d'éboulement sont présents en permanence. Il est interdit de descendre dans un puits. Il faut éviter toute circulation d'engins à proximité. Pour éviter les risques d'éboulement, les engins doivent respecter une distance de sécurité. La profondeur du puits détermine cette distance. Cette distance correspond à la règle de 1 pour 1, soit un angle de 45 degrés. Ici, le puits a une profondeur de 3 mètres. L'engin doit être au moins à 3 mètres. Toute circulation dans cette zone peut entraîner un glissement de terre. Le bétonnage s'enchaîne de suite après le terrassement. Le coulage est réalisé avec du béton maigre. Le béton est coulé au milieu du puits pour éviter l'éboulement des parois. En cas de présence importante d'eau, le béton est coulé à l'aide d'un tube plongeur. Le tube plongeur permet au béton de chasser l'eau. Les fondations s'appuient sur le bon sol. Voici une fondation superficielle, ici une semelle filante. Ici, une fondation semi-profonde appelée puits. Une fondation profonde appelée pieu. Ici, un pieu descend jusqu'au bon sol. Le pieu peut aussi travailler au frottement.
Le plan d'implantation des pieux permet d'organiser l'implantation des chaises et de tracer l'axe de chaque pieu. Des piquets matérialisent l'axe de chaque pieu. Les pieux sont réalisés par des entreprises spécialisées. Le forage du pieu est réalisé par une tarière. Ici, le pieu est armé sur toute sa hauteur. Le coulage du béton est réalisé avec un tube plongeur. Le bétonnage fait remonter l'eau et les résidus de terre. Le tube plongeur est toujours noyé dans le béton. La tête du pieu est terrassée. La hauteur du coulage tient compte de la présence du mauvais béton. L'élimination du mauvais béton est appelée recépage. Le recépage est effectué avec le marteau-piqueur. Le béton de propreté est mis de niveau. Un béton maigre permet le traçage de la tête du pieu et garantit la propreté ainsi que le calage des aciers. L'axe des fils est implanté. Le traçage de l'axe des fils permet de contrôler l'implantation du pieu. L'épaisseur des longrines est tracée. Le panier est axé sur la tête du pieu. Les joues de gaufrage sont maintenues par des tiges filetées. La rase est repérée. Un contrôle de la position des aciers et de leur propreté est effectué. La tête de pieu est coulée et vibrée. Le béton est arasé et taloché. L'axe de la file est reporté sur le coffrage. La prise du béton est contrôlée avant de décoffrer. Les joues sont décoffrées avec précaution pour permettre leur réemploi. Le panneau est nettoyé. Le panneau est huilé. Les fondations. Les fondations sont la partie du bâtiment qui transmet la charge de ce dernier au sol. Le choix des fondations va dépendre de la nature du sol, des charges qu'elles devront supporter, de l'environnement, la nature des agents extérieurs qui altèrent la résistance du terrain. L'étude du sol. Elle va permettre de connaître la constitution du terrain. La résistance des fondations. Les fondations doivent résister sans être endommagées aux charges permanentes et accidentelles qu'elles ont à supporter, à l'action du temps, dans certains cas à des agents extérieurs.
Les types de sols. Il existe deux types de sols, les sols meubles et les sols rocheux. Les sols meubles et les sols rocheux sont utilisés pour faire des remblais. On peut établir une classification des sols sur base d'essais en laboratoire. Les fouilles de fondation. C'est le creusement des tranchées dans lesquelles seront réalisés les éléments d'appui de la fondation. Les travaux de terrassement peuvent être réalisés manuellement ou mécaniquement. Les terrassements mécaniques, ils sont exécutés par des engins roulants permettant d'excaver, de niveler et de transporter la terre. Les terrassements manuels, l'homme, à l'aide d'outils manuels, intervient de temps en temps pour corriger les inégalités dues aux engins, les endroits inaccessibles aux engins, les petits travaux, réaliser les terrassements aux abords de câbles ou canalisations existantes enterrées. La mise hors gel. C'est la distance la plus courte qui sépare le pied de la fondation au niveau du sol. Nous savons que le sol contient de l'eau. Or, l'eau gonfle sous l'effet du gel, ce qui provoque un changement, gonflement, du sol. A l'inverse, le dégel provoque un dégonflement du sol. Pour éviter ce genre de problème, la construction devra être protégée sur tout son contour d'une mise hors gel. Dans nos régions, minimum 80 cm. Cette règle doit être appliquée à toute construction, même modeste. Les types de fondations. On distingue deux types de fondations. Les fondations superficielles, elles reposent à la surface du sol ou à faible profondeur. Les fondations profondes, elles reportent en profondeur les charges transmises par les bâtiments. Les fondations superficielles. Le radier. Le radier de fondation désigne une dalle de béton mise en place sur toute la surface de la maison à construire. Il permet de répartir les charges de la construction sur le sol. La charge de la maison est répartie sur une plus grande surface que dans le cas des semelles de fondation. C'est donc une méthode utilisée lorsque la qualité du sol n'est pas suffisante. Le radier constitue une fondation solide et fiable. Un radier est relativement rapide à réaliser par rapport à d'autres techniques de fondation. Il n'a pas besoin d'être installé à une profondeur trop importante, mais tout dépend des résultats de l'étude du sol. Les étapes pour la réalisation d'un radier sont l'excavation du terrain, le sol doit être creusé un minimum afin de construire le radier sur un sol dur. La mise en place des canalisations, installation d'une couche de drainage, coffrage du radier, ferraillage du radier et coulage du béton. La semelle filante. Une semelle filante est une semelle qui est continue. Elle a une base plus importante que le mur qu'elle supporte. Si le sol n'a pas une résistance suffisante, on dispose les armatures dans la partie inférieure de la semelle en prenant garde de laisser un espace suffisant afin de respecter les conditions d'enrobage. Dans les terrains en pente, les semelles sont construites en gradins pour limiter le terrassement et l'utilisation d'un trop grand volume de béton. Un drain sera placé autour de la fondation. Le drain utilisé peut être soit en PVC, soit en béton, et il est disposé avec une légère pente pour permettre l'écoulement des eaux et va lui aussi servir à protéger la semelle contre un excès d'eau. Les étapes de la réalisation sont creuser la tranchée, ferraillage, armature disposée sur des écarteurs pour l'enrobage, ferraillage des poteaux, raccord des armatures et coulage du béton. Fondation sur plot ou semelle isolée. Il s'agit de plots ou semelles en béton armé, coulés en général dans une fouille creusée dans le sol, souvent de dimension carrée ou rectangulaire. Parfois on place un plot en béton armé préfabriqué sur un béton de propreté à fond de fouille. Les semelles sont armées en fonction des efforts à transmettre. Si la semelle est la base d'une colonne en béton armé, l'armature de cette colonne doit être reliée à l'armature de celle-ci. Les étapes pour la réalisation sont creuser la fouille, ferraillage, armature disposée sur des écarteurs pour l'enrobage, ferraillage des poteaux, raccord des armatures et coulage du béton. Les fondations profondes.
Elles sont utilisées quand le sol en surface est de trop mauvaise qualité ou alors que le coût pour réaliser une fondation superficielle devient trop important. On va pouvoir distinguer plusieurs types de fondations. Les fondations sur pieux. Il existe différentes techniques de mise en œuvre des fondations sur pieux. Pieux battu. Le principe est celui du marteau et du clou. Le marteau frappe le clou pour l'enfoncer. Quand le clou est presque perdu dans le sol, on rajoute un autre clou au-dessus. Le marteau frappe sur le nouveau clou et celui-ci cogne sur l'ancien clou. On rajoute des clous les uns au-dessus des autres jusqu'au moment où il atteint le fond. Le pieu atteint ce qu'on appelle le refus. Il refuse de s'enfoncer plus profondément. Les pieux forêts tubés. On enlève la terre juste assez pour y insérer un pieu en forme de tube d'acier. On peut remplir les espaces vides avec du béton et ainsi sceller le puits de forage. Ces techniques demandent du temps, des machines puissantes et de la main-d'œuvre qualifiée. Si le pieu est foré dans le roc, il a l'avantage d'avoir un ancrage exceptionnel s'il est accompagné de béton. Les pieux vibrés. Ils utilisent une tête de fonçage qui fait vibrer le pieu. Ces pieux doivent être en acier pour transmettre la vibration. La vibration écarte la terre à la pointe du pieu. Ce type de pieu fonctionne bien s'il est ancré par friction. C'est-à-dire qu'en laissant dormir le pieu pendant au moins 7 jours, le sol va se recoller sur les parois extérieures du pieu. Il devient apte à recevoir un essai de chargement afin de vérifier l'adhérence du sol sur les parois du pieu. Cependant, tous les types de sol ne permettent pas une adhérence correcte. Les pieux vissés. La pointe du pieu est en forme d'hélice. La pointe se visse dans le sol, un peu comme le principe d'une tarière. Sa vis fait remonter la terre qui se jette autour du trou. Par contre, si elle rencontre de grosses roches ou un sol dense, elle ne fait plus ressortir la terre. Le pieu vissé a une limite d'enfoncement. Il n'atteint jamais une profondeur dans le sol qui puisse garantir un refus solide pour soutenir de grandes charges. Les fondations sur puits. Elles vont se distinguer par un fort diamètre, au minimum 80 cm à 1 m avec une profondeur maximale de 12 mètres, qui sera souvent soutenue par un blindage métallique. On va procéder à la pose de l'armature, puis bétonner en retirant le blindage. L'avantage de cette technique est l'absence de vibration et une mise en place facile. Les puits sont reliés entre eux à l'aide de poutres appelées longrines. Les murs emboués ou parois moulées. Ce sont des parois en béton armé moulées dans le sol. Les panneaux ou éléments de parois moulées ont une épaisseur entre 0,8 m et 1,5 m et peuvent être creusés jusqu'à 50 mètres de profondeur. La technique de parois moulées est le seul procédé de retenue de terre qui permet d'atteindre de telles dimensions de profondeur. La première étape fortement recommandée pour la construction de votre maison, c'est l'évaluation du terrain. Il ne suffit pas d'avoir un terrain plat pour que le sous-sol soit de bonne qualité. Pour cela, un technicien effectue une étude de sol pour déterminer sa composition et établir quel type de fondation sera nécessaire. L'étude de sol se réalise en sondant le sol en plusieurs points du terrain pour connaître la nature du sol et prévenir l'éventuelle présence d'anomalies dans le terrain. Les données du technicien sont analysées par un géotechnicien. Nous saurons alors à quelle profondeur le sol est suffisamment porteur pour votre maison. Le bureau d'études armature peut alors concevoir votre solution armature LSA, composée d'une étude béton armé et de la prescription de toutes les armatures spécifiques à votre projet. Votre colis d'armature est livré directement sur le terrain, prêt à l'emploi pour les artisans maçons. On creuse ensuite les fouilles. Ce sont des tranchées d'une profondeur et d'une largeur adaptées à la nature du terrain pour recevoir les armatures de fondation. Les armatures de fondation sont positionnées sur le fond de fouille de manière à se recouvrir. La dimension de ces armatures de fondation, qui sont définies par les charges de votre maison et la nature du sol, assure la stabilité et la pérennité de votre construction. Des armatures de liaison rapide sont installées pour lier durablement les éléments de fondation entre eux.
Les armatures sont également ligaturées entre elles pour une meilleure stabilité lorsque le béton sera coulé. Une attente verticale est enfin disposée à l'aplomb des futurs chaînages et poteaux. Ces éléments servent à lier les armatures de fondation au reste des armatures de la maison. L'objectif est que le réseau d'armatures soit suffisamment résistant pour s'opposer au mouvement du sol et maintenir l'ouvrage dans son ensemble. Du béton est coulé pour enrober toutes les armatures de fondation en ne laissant exploitables que les armatures d'attente.